l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte Macron et les harceleurs. 6 mois ferme pour des tweets, tyrannie. Tiffaine Ozière, 60 000 euros de complaisance. Et puis Nagui qui attaque Charles à l'oncle. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, France Ambroche, JP Poignant, Chantal Rianne, Princesse Parfaite, Yann Penaud, François Colna, Christian, Little Wood, Jean Merle, Laurent Tricot, Pascal Béard et Bernard Toussaint. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. C'est tombé hier, agence France Presse. Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge, avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme, la plupart écopant de sursis. Ces journalistes, quand même, hein, quelle lèche, on va dire poussière, il faut rester correct. Il faut oser quand même écrire de telles contre-vérités. Et tous, unanimes, reprennent à la virgule près les éléments de langage de l'Élysée. Comme dans l'aberration. Cyberharcèlement de Brigitte Macron, les 10 accusés condamnés de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme. Le tribunal de Paris a prononcé ce lundi ses peines à l'encontre de 8 hommes et 2 femmes reconnus coupables d'avoir colporté des rumeurs sur le genre de la première dame. Diantre, première dame, mais d'où vient ce titre? C'est dans la Constitution? Ah non! En tous les cas, cela a un mérite, l'utilisation de première dame. On sait exactement pour qui roule le journaliste. Allez, place à la défense avec Juan Branco. Des médias qui, à la chaîne, auront relayé sans nuance les éléments de langage de l'Élysée, de façon massive et fabriquée, mentant de façon éhontée, y compris au moment de répercuter le délibéré, inventant et répercutant dans des dizaines de publications une peine de prison ferme inexistante, déjà inscrite sur la page Wikipédia du principal mis en cause, Zoé Sagan, un satiriste que l'Élysée n'avait cessé pendant des années de courtiser. Oui, Juan Branco, l'avocat. C'est une allusion aux rumeurs qui ont été colportées par les journalistes aux ordres pour salir Zoé Sagan. Vous vous en souvenez, pendant le procès, il y avait des types qui peuplaient les plateaux de télévision, qui hurlaient et qui expliquaient que des tweets, des blagues, étaient les crimes les plus odieux qui existaient, et qu'à ce titre, cela méritait des châtiments exemplaires. Haro sur le baudet. Plaidoirie toujours de Juan Branco. Condamnation à 6 mois de prison ferme pour des tweets. Une dizaine de Français, plus ou moins tirés au sort, pour faire exemple, dont un handicapé à 80%, qui n'a même pas pu se rendre à sa garde à vue, encore moins à son procès, et qu'on condamne en son absence à une peine de prison. Pour quelques tweets dont il est considéré qu'ils auraient nui aux conditions de vie de la femme la plus puissante de France, et dont il aura été démontré au cours du procès qu'elle ne les avait même pas lus. Aucun élément permettant de caractériser un quelconque effet sur les conditions de vie de la partie civile, qui a refusé l'expertise psychologique, normalement obligatoire, ne s'est même pas présenté à l'audience et n'a daigné être interrogé qu'en ses appartements à l'Élysée par un commissaire de police spécialement dépêché. Je ne sais pas si on mesure la gravité de ce verdict. Oui, c'est extrêmement grave. Brigitte Macron a d'abord utilisé un artifice juridique, le cyberharcèlement, loi d'ailleurs de circonstance, modifiée en 2018 par Marlène Schiappa. Elle n'a pas pu être harcelée parce qu'elle n'a pas lu les tweets. Il y en a, il faut dire, des millions et des millions. Donc certains ont été choisis au hasard pour l'exemple. C'est contraire à tout principe juridique. Ensuite, elle se dit affectée, mais aucun docteur n'a pu vérifier si elle avait subi un préjudice moral. Oui, elle ne s'est pas pliée à la visite médicale.
Mais il y a quelque chose de terrifiant dans cela, c'est la remise en cause de la liberté d'expression. Car si Brigitte Macron se sentait diffamée, il fallait donc qu'elle porte plainte en diffamation. Mais cela, elle ne l'a pas fait. Et pourquoi? La réponse. Bah voilà, et maintenant la conspisphère va crier à la liberté d'expression bafouée, la censure, la dictature, gna 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 et gna gna gna. Tristan. Réponse de Philippe Béchade. Même si l'Élysée a fait condamner quelques lampistes, pour l'exemple, les plus vulnérables, Poussard. Oui, Xavier Poussard a été épargné. Et pour cause, il était inattaquable. Votre tweet vieillira mal. J'en prends le pari. Quelques remarques sur Tristan, vous savez, le complot macroniste qui se prétend fact-checker. Nous avons assisté à un procès de Moscou avec des juges aux ordres, le droit est donc bafoué, et je ne parle même plus de la liberté d'expression. Eh bien, pour notre fact-checker star Tristan, le droit, la liberté d'expression, ce sont en quelque sorte des trucs d'extrême droite. Cela me rappelle d'ailleurs l'affaire avec Mathias Vargon, qui voulait jeter aux orties le serment d'Hippocrate, ce vieux truc moisi. Bref, un truc d'extrême droite, donc le serment d'Hippocrate. Et la charte de Munich, vous en rappelez? Rudy nous avait dit dans un tweet très célèbre, eh bien, que c'était un truc d'extrême droite. Eh bien, l'état de droit, l'humanisme chrétien, nous venons d'apprendre avec ces fact-checkers que c'est d'extrême droite. Mais les preuves, celles qui ont été apportées par Xavier Poussard, le factuel, c'est aussi d'extrême droite? Certainement. Et puis, il y a ce glissement qui devient de plus en plus intéressant. 8 des 10 prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, allant de 4 ans à 8 mois pour avoir publié ou relayé dans des termes malveillants, dégradants et insultants des propos sur le genre et le prétendu détournement de mineurs de l'épouse du président, a détaillé le président du tribunal, Thierry Dornard, lors du délibéré. Prétendu détournement de mineurs? C'est complètement fou, ils sont en train de condamner sur le même plan la théorie du genre et ce qui s'est passé entre un adolescent qui était sous la responsabilité d'un adulte, son professeur. Et ce juge, est-il professeur de morale ou rend-il le droit? Car la vérité est-elle malveillante, dégradante et insultante? Mais c'est quoi ce délire? Car Brigitte avait reconnu, lors d'un entretien très célèbre, à Paris Match en 2023, qu'elle a été tombée amoureuse, alors qu'elle était professeure en responsabilité, d'un de ses élèves, le petit Manu. Brigitte Macron, je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Ces confidences qui font polémique et qui ont fait la une des journaux du monde. Brigitte Macron dit qu'elle avait la tête en désordre lorsqu'elle est sortie avec le futur président alors qu'il avait 15 ans et elle 40. Donc, d'après ce juge, vous n'avez plus le droit de réprouver une relation entre une adulte en responsabilité avec un adolescent qui tombe justement sous le coup de la loi. Étrange, monsieur le juge. Mais ce qui est le plus fou, c'est la façon dont les médias font de l'inversion accusatoire. Brigitte est toujours une victime. Il me semble que ce sont les Français qui sont les victimes de ce couple machiavélique. Je vois tout le monde défendre Brigitte Macron, insulter de salsé, mais ne rien dire sur cette affaire des pièges jaunes. Pourquoi ce grand silence? Selon le Canard enchaîné, vous le savez, Brigitte Macron aurait fait verser 2 millions d'euros issus des pièges jaunes à l'association e-enfance entre 2022 et 2025. C'est contraire au statut des pièges jaunes. C'était un détournement de fonds en quelque sorte. Il faut être quand même le dernier des journalistes pour présenter les Thénardier d'Amiens comme des victimes. Car dans le genre malveillante, insultante et dégradante, Brigitte est une experte. A-t-on déjà oublié son salsé? Salsé des excuses publiques réclamées à Brigitte Macron. Et on ne peut pas faire un pas en Macronie sans se trouver devant la République des copains ou des coquins. Après la copine de Bribri pour les pièges jaunes, voici la fille. L'informée. Zoé Pinet s'intéresse à Tiffaine Ozière, fille de Bribri et belle-fille du Poudré, qui occupe un poste d'administratrice indépendante au sein d'Averne Group, une entreprise cotée spécialisée dans la géothermie et les ressources souterraines, avec des liens avec des acteurs publics et la transition énergétique.
La France est devenue donc une république bananière, nous dit l'excellent Philippe Murer. Tiphaine Ozière touche 62 000 euros pour quelques heures par an au conseil d'administration d'Averne. Qui est actionnaire d'Arverne? L'État et son beau-père Manu est chef de l'État. Ça tombe bien. Qui soutient Averne? L'ADME, l'État et c'est le patron d'Averne qui le dit. C'est aussi Marc Ferracci, le témoin de mariage de Macron, qui validait les permis de forage géothermique d'Arverne. Ce petit monde nous pille. Mais n'oubliez pas, ce sont eux les victimes. Voilà, dans la République de Lubu d'Amiens, les écrivains sont cloués au pilori. Cela va d'Alexandre Jardin en passant par Zoé Sagan et bien sûr Bertrand Scholler. Persécution d'État orchestrée donc par Brigitte Macron. Bertrand Scholler, 55 ans, galeriste et écrivain, a déclaré qu'il ferait appel de sa peine de 6 mois de prison avec sursis. Pour résumer cette séquence, la une du JDD, la tentation totalitaire d'Emmanuel Macron. Mais n'est-ce vraiment qu'une tentation lorsqu'on voit ce genre de verdict? À quand le goulag pour les intellectuels? Nagui contre Charles Aloncle. Nagui pète les plombs. Nagui attaque en justice le député de la République Charles Aloncle et l'accuse de racisme car ce dernier veut révéler ses 30 ans de contrat de production avec France Télévisions. Voyons les propos exacts de Charles Aloncle qui a suscité la fureur de Nagui. Il était interviewé par Morillo dans Les Incorrectibles. France, Nagui est la personne sur les 10 dernières années qui s'est le plus enrichie sur l'argent public. Nagui, paraît-il, dispose d'un certain nombre de contrats avec France Télévisions notamment. Il produit nombre d'émissions, des jeux. Il faut quand même savoir. Et oh ironie, c'est le journal d'extrême gauche qui avait révélé ce scandale Mediapart. Nagui, l'homme qui valait 100 millions d'argent public. Jusqu'où la télévision publique est-elle prête à aller pour payer ses stars? La direction de France Télévisions est une nouvelle fois confrontée à cette délicate question dans la négociation de la prolongation du contrat de Nagui. Selon nos informations, le précédent contrat du producteur, qui doit une grande partie de sa carrière au service public, prévoyait pour la période 2017 à 2020 un montant total de 100 millions d'euros. Nous étions en juillet 2020. Quand on veut comprendre la notion de journaliste aux ordres ou d'animateur aux ordres, c'est le même écosystème. Avec cette histoire de Nagui, vous avez tous les éléments de réponse. L'argent, le copinage progressiste et les juteux contrats. Maintenant, écoutons la défense assez lamentable de Nagui pour exciter ses soutiens de gauche. Pour moi, c'est comme un aveu de culpabilité. D'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Et donc là, on comprend bien que Nagui essaye totalement de détourner le débat. C'est-à-dire que s'interroger sur ce que coûte et ce que peut obtenir un animateur, un producteur du service public, c'est tout à fait légitime. C'est même le but en fait de cette commission. Voilà, pour rappel, le député UDR s'interrogeait simplement sur la fortune amassée par Nagui grâce au service public depuis 30 ans. Quand on est de droite, on assume ses succès, on en est fier. Mais lorsqu'il s'agit de ces tartuffes progressistes, ils ne les assument pas leur richesse, comme une mauvaise conscience, et oui, peut-être qu'il y a des magouilles, du copinage progressiste derrière. Et pour masquer ces faits, ils sont toujours les premiers à donner des leçons. Il faut rappeler quand même qui est Nagui. Nagui est de gauche et écolo. Il vit dans un hôtel particulier incroyable, voisin de Christophe de Chavannes. Il aime les Porsche et les yachts. La gauche caviar puante qui vous donne des leçons. Un petit rappel. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là, il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon... Il faut quand même oser lorsqu'on s'appelle Nagui et qu'on possède une porcherie. Ah non, pas des cochons, hein, des Porsches. Oui, il y en a marre de cette gauche moralisatrice. Nagui qui fait une leçon de morale à une candidate qui veut acheter une fourgonnette pour aller travailler. Allez, un tweet pour résumer toute cette séquence. Les journalistes aux ordres, ou les animateurs aux ordres, ce sont les principaux piliers de la tyrannie. Ils ont légitimé le matraquage, les borgnages, la judiciarisation des gilets jaunes, le pass sanitaire avec la privation de nos droits, la sacralité de la trogneux et la condamnation, nous l'avons vu, de citoyens pour des tweets
C'est en totale contradiction avec notre Constitution et nos traditions de liberté d'expression. Il justifie la censure, le délit d'opinion sur le climat, la guerre, l'Union européenne. Pensez à Jacques Beau et Xavier Moreau. Et que de violations à répétition de notre Constitution. Oui, il justifie des 49.3, des maquillages des comptes publics ou la nomination de gens extrêmement douteux aux commandes de l'État, comme au Conseil constitutionnel par exemple. Et là encore, il légitime le Mercosur, c'est-à-dire la destruction de notre agriculture. Tous les éléments de langage de l'Élysée sont dans les journaux, dans toutes les colonnes, et couvre ainsi l'immense corruption dans la Macronie. Défense de la ruralité, ça chauffe. Un petit apéritif, des petits pois. Faire venir des légumes frais de l'autre côté de la planète, l'Inde, pour les vendre environ 15 fois le prix de ce produit fait par les agriculteurs en France, avec un risque sanitaire épouvantable. Est-ce vraiment nécessaire ? Et ce sera le même cas avec le bœuf et tout le reste. C'est programmé par l'Union européenne. Info Mercosur. À l'heure actuelle, l'Italie aurait eu gain de cause dans ses tractations avec l'Union européenne et approuverait le Mercosur. Cet accord avec l'Italie mettrait la France dans un groupe minoritaire pour bloquer le traité et il serait imposé de force aux Français. Frexit. Dans la presse, des Patrick Cohen nous vendent les bienfaits du libre-échange, du Mercosur. Dans les faits, dans les commissions, bien loin des plateaux TV. Sur le Mercosur, excusez-moi de vous dire, je ne vais pas revenir sur le contenu du Mercosur. Madame Imar vient de le faire sur certaines productions. C'est aussi 180 000 tonnes de poulet, c'est aussi 100 000 tonnes de sucre, ce qui est catastrophique pour la filière de la betterave en France. Dans les Hauts-de-France, je pense à nos amis betteraviers. Eh bien, on met en place une concurrence totalement déloyale. Et je voudrais vous donner un chiffre pour que vous compreniez bien la concurrence déloyale. Au Brésil, qui est le principal pays du Mercosur, 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France. Je répète, 80% des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture brésilienne sont interdits en France. Et j'ai là aussi interrogé le commissaire Hansen. Que pensez-vous faire ? Ah oui, c'est un vrai problème, monsieur Penel. On va essayer de mettre en place des contrôles. Madame Imar vient de vous le dire. Ces contrôles, dans la réalité, n'auront pas lieu. Donc nous mettons en concurrence nos propres agriculteurs avec des gens qui n'ont pas les mêmes façons de produire que nous. Et il y a des silences de certains membres ici et ailleurs qui combattent contre les produits phyto. On ne les entend pas beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le Mercosur ? Le calendrier, nous le connaissons. La Commission européenne l'a adopté le 18 et 19 décembre. C'est le tour du Conseil européen. C'est une réunion importante et je tiens à vous le dire, malheureusement, la France a capitulé. La France ne s'est pas battue pour construire la minorité de blocage. La France a capitulé parce que si M. Macron avait voulu, et sa ministre, créer cette minorité de blocage, 35% de la population de l'UE et au moins 4 États, on le saurait. Aujourd'hui, la Pologne se trouve quasiment seule pour bloquer l'accord. Donc, c'est pour ça que M. Macron, qui a été pour le Mercosur, contre le Mercosur en 2019, est maintenant en train de nous dire que finalement, on va aller vers le Mercosur, eh bien, on ne s'est pas battu et on va perdre. Alors, il restera début 2026 le Parlement européen, un vote des députés. Et là, j'espère bien que la majorité des députés européens bloqueront ce funeste accord du Mercosur. Comme pour le reste, ils sont en train de mettre en place une concurrence donc déloyale. Et aussi. Et donc sur l'histoire des clauses miroirs, je vais passer très vite parce que là, tout le monde aura compris qu'en fait, elles sont totalement inopérantes. Mais les clauses de sauvegarde, moi je reviens d'un voyage d'1 semaine au Brésil, où en gros, quand on posait la question des clauses de sauvegarde, nos interlocuteurs sud-américains nous faisaient un petit sourire, nous expliquaient que si ça fait plaisir à Macron, si ça lui permet de... Et je vous dis ça quasiment littéralement, si ça lui permet de passer la pilule, très bien, mais ce n'est qu'une mesure interne à l'Union européenne qui n'a aucune valeur de l'autre côté de l'Atlantique, que nous ne pourrons pas leur imposer.
Donc c'est uniquement une mesure factice pour faire passer la pilule. On l'avait dit, les clauses de sauvegarde, c'est du bullshit. L'opération enfumage des paysans pour faire avaler le Mercosur, opération d'ingénierie sociale coécrite avec la Commission européenne et McKinsey, a bien commencé. Et nous soupçonnons, pour mettre en place le Mercosur, la stratégie de l'abattage. Cela risque d'anéantir des trésors nationaux. Philippe Lacube, Chambre d'agriculture de l'Ariège, si on continue ce protocole d'abattage total, des races à petits effectifs pourraient être en voie d'extinction. Quand on y réfléchit, mais ces escrologistes, quel tartuffe! Et oui, ils soutiennent donc une politique qui met fin à la diversité, qui met fin à une agriculture traditionnelle, et ils vont importer à la place de nos beaux produits de la malbouffe, qui va venir des quatre coins du monde avec un bilan carbone épouvantable, et cette malbouffe va être bourrée de pesticides et d'hormones. C'est là où on se dit que, escrologiste de cours, cela doit être bien rémunéré. Mais heureusement, la réplique arrive. Des agriculteurs corses embarquent pour le continent afin de rejoindre les blocages. L'opération est organisée par la Coordination rurale de Corse. De partout donc, les paysans montent à Paris. Les agriculteurs sont très bien organisés, déplacements en masse vers Paris, mais en même temps des blocages dans tout le pays. L'État va vite être dépassé par l'ampleur des manifestations. Et vous en doutez, c'est la panique totale au gouvernement. Paniqué par l'embrasement des campagnes sur le Mercosur, la DNC et tous les problèmes agricoles, le gouvernement macroniste prend une mesure inédite. Interdiction par arrêtés préfectoraux de convois de tracteurs. Au nom officiellement, tenez-vous bien, de la sécurité routière. Mais quelle bande d'hypocrites! Mais voilà, le siège de Paris est en train de prendre forme. Corse, Lot-et-Garonne, Drôme, Ardèche, Dordogne, etc. Des convois de tracteurs partent de tout le territoire national et défient les arrêtés préfectoraux de la honte. Désobéissance civile. Allez, tous les patriotes de tous bords d'ailleurs doivent se tenir prêts partout et jeudi 8 janvier pour le grand rassemblement de révolte paysanne à Paris. Cela va donc chauffer. International, le Venezuela. Venezuela, nous demandons le retour de Nicolás Maduro, déclare la députée de la France Insoumise Mathilde Panot. J'ai vraiment du mal à comprendre comment certains érigent des statues de héros à Maduro. Cela dépasse vraiment l'entendement. Malgré tout, il y a un argument en faveur de Maduro. Philippe Béchade, tiens, sa fiche de la CIA oublie de mentionner les sanctions américaines illégales, le blocus financier et technologique du pays, les pénuries de médoc voulues par les US, et le fait que le principal grief contre Maduro, c'est pas le narcotrafic, mais la vente du pétrole en yuan. C'est très juste, l'embargo a certainement joué au niveau de la pauvreté au Venezuela. Mais il ne faut pas oublier pour autant les crimes de Maduro qui sont actés, la corruption, l'absence de liberté. Maduro est indéfendable. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait des devises qui rentraient au Venezuela grâce aux Chinois qui achetaient le pétrole vénézuélien. On comprend mieux la sérénité de Medvedev. La déstabilisation du Venezuela et de l'Iran renforce la position de la Russie comme fournisseur stratégique incontournable de la Chine en hydrocarbures. Le résumé avec Adrien Pouliot. Le Venezuela était autrefois beaucoup plus riche que la Pologne, qui souffrait du socialisme. Ensuite, la Pologne a mis en œuvre les principes du marché libre et de capitalisme et a connu un boom économique. Le Venezuela a choisi le socialisme, qui a apporté la pauvreté et la misère à son peuple, malgré la manne pétrolière. Par contre, ce que nous condamnons dans ces entretiens, c'est cet impérialisme américain qui renverse les gouvernements au gré de ses intérêts. Xavier, Fizzo a raison. Trump se fiche du droit international comme les États-Unis le font depuis un siècle, mais au moins lui ne prétend pas le faire au nom des droits de l'homme. C'est du pillage colonial à l'ancienne. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune puissance ne peut traiter la France de la sorte grâce à notre dissuasion nucléaire, que la gauche rêve de démanteler. Il nous reste simplement à sortir de l'Union européenne pour retrouver notre place dans la cour des grands, plutôt que de perdre notre temps à traiter les psychoses des États mendiants, polonais et baltes.
Et il va falloir faire très attention au narratif qui nous est imposé. Arrestation de Maduro, Vincent Herouet. Il y a ce que l'on a vu, et après, il y a le récit que l'on nous fait, que Washington distille dans les médias, qui est un récit hautement suspect. Merci Vincent Herouet de ne pas avaler sans critique la version officielle. Il faut quand même rappeler qu'il y a 25 ans, même plus, avec la Serbie puis l'Irak, les USA avaient affaibli les Nations Unies, le droit international. Là, ils viennent d'enterrer ce droit international, et c'est très grave, c'est le retour des empires, comme le montre Alain Juillet. C'est très important pour la suite de l'histoire. Donald Trump met la main sur le Venezuela. Mais dans ce cadre-là, la Chine est parfaitement justifiée de mettre la main sur Taïwan et la Russie sur l'Ukraine. Donc si vous voulez, cette logique d'empire est en train de remplacer dans les relations internationales tous les principes qui fonctionnaient avant. Alain Juillet donc. International toujours, Donald Trump. Dernière minute, le président Trump s'en prend violemment à Zelensky. Il est temps, il doit organiser des élections libres immédiatement et cesser de s'accrocher au pouvoir sans vote. La guerre n'est qu'un prétexte, mais le peuple ukrainien mérite d'être entendu maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point soutenez-vous Trump sur ce point? Sur ce point, c'est 10, évidemment. Le Parisien, le général Pierre de Villiers. L'Ukraine n'est plus capable de gagner militairement cette guerre. Donald Trump a également affirmé qu'il voulait mettre en place des élections au Venezuela. À suivre. Alors, aux USA, en Russie, en Chine, ce sont des géants. Et nous, en France, on a des nains. Emmanuel Macron joue maintenant au chef de guerre, au Groenland. Son ministre Jean-Noël Barrot évoque même l'envoi de troupes face aux États-Unis. Détail cocasse, le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Les États-Unis ne sont pas un ennemi. Russie, Chine, USA, Nono Barrot veut faire la guerre à tout le monde. Matamor est pathétique. Il est rejoint par Richoux de Bruxelles. Je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains, a déclaré le général Nicolas Richoux de Bruxelles, alias général Boum Boum sur LCI. Aimable refuge des gâteux du canon de 75. Quant à Macron, c'est une véritable girouette. Il applaudit dans un premier temps à l'enlèvement de Maduro et puis se rétracte. Emmanuel Macron a affirmé lundi, en Conseil des ministres, que la méthode utilisée par les États-Unis pour capturer le président vénézuélien, Maduro, n'était ni soutenue ni approuvée par la France, a rapporté la porte-parole du gouvernement. Macronet racontait n'importe quoi et son contraire en même temps, sans aucune cohérence, en ne faisant à peu près rien. Allez, vive le vent d'hiver et puis la neige. À Paris, on fait du ski à Montmartre. De belles images en effet de la France qui a mis son manteau blanc. Mais bon sang de bonsoir, je croyais que la neige c'était du passé avec le réchauffement climatique. En 2023, la presse prévoyait la fin des pluies et le Sahara en France. En 2025, l'hiver cesserait d'exister. Ah, les fameuses promesses des réchauffistes. Le gros problème quand on croit ses propres délires, c'est que cela a quelques conséquences. Situation catastrophique sur les routes d'Île-de-France avec 778 km de bouchons cumulés à 16h45. Et voilà, le seuil de 1000 km de bouchons en Île-de-France est dépassé. C'est historique. Et n'oubliez pas, la vague de froid qui traverse la France nous rappelle que l'autonomie des voitures électriques chute entre 30 et 50%. Neige et verglas, les batteries des voitures électriques menacées par le grand froid. On paie des impôts pour payer des professeurs nimbus, des idéologues, et on voit partout le résultat. Eh oui, quand j'étais petit, on ne parlait pas de vague de froid, ça s'appelait tout simplement l'hiver, et on savait y faire face. C'est tout pour la rubrique fantasy, mais je voudrais terminer par ce tweet. Pensez à tout ce que je vous ai dit, et voyez cette nouvelle. Les fanatiques sont aux portes de centaines de mairies en France, et personne ne semble prendre la mesure du risque que cela fait courir à notre démocratie. Si rien n'est fait d'ici mars prochain, les fanatiques, portés par des listes de la France insoumise, feront leur entrée officielle dans nos mairies. Bien sûr, monsieur, que c'est de la folie pure d'autoriser l'intégration dans des listes municipales de gens identifiés par nos services comme radicalisés.
ou proches de la mouvance fanatique. Bien sûr que Darmanin a les moyens légaux de faire ce criblage élémentaire. Aucun parti, quel qu'il soit, ne peut être autorisé à faire cela. Il y a des limites à l'inconséquence. Oui, c'est hallucinant. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.